Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous voir pour cette deuxième session. Donc hier on a fait la première partie des 7 tendances 2022. On a entre autres parlé des disruptions, on a entre autres parlé, on va dire, du remix du monde du travail, de la data, des métaverses. Aujourd'hui, on va garder 2 tendances pour échanger. La première, c'est effectivement ce commerce omnicanal, parce que même si on a vu effectivement l'e-commerce accélérer très très fort, on se rend compte en fait tout simplement que le sujet c'est pas le on ou le off, c'est pas d'ailleurs le multicanal, être présent sur les différents points de contact, c'est vraiment être capable de faire des transactions à tout niveau, et d'ailleurs souvent de démarrer des fois en on, finir en off, c'est le click and collect et tout le reste. Alors avant de faire du commerce, en fait, le vrai sujet c'est déjà l'omnicanal marketing. On voit bien que finalement, ça c'est un vrai enjeu et c'est vraiment complexe. Alors on a un vrai sujet qui est d'abord de pouvoir créer suffisamment de contenu, suffisamment rapidement sur tous ces canaux, dans tous ces formats différents. C'est vrai que là, c'est plus 1 ou 2 grandes campagnes annuelles. On peut toujours les avoir, mais c'est à côté tous les jours sur les réseaux sociaux, en vidéo, en texte, en photo, comment on s'exprime. Et donc, il y a une réorganisation à trouver pour quasiment être capable d'avoir une usine à contenu. Et puis c'est le marketing mix modeling, c'est être capable finalement de comprendre dans toutes les actions qu'on peut mener en on ou en off, sachant qu'en télé on est encore en GRP, à terme on sera en clic. Évidemment on a du CPM sur internet, on a le SEO, on a les influenceurs, donc on voit bien que c'est pas simple de comparer tous ces leviers d'action marketing, et pourtant de plus en plus il va falloir comprendre et attribuer à chacun l'importance ou le rôle qu'il a apporté dans cette transformation. Et puis la com et le marketing c'est bien, c'est important, mais on voit que ça va beaucoup plus loin que ça. C'est aussi cette expérience client, soit dans l'interface, avec du mobile, avec de la fluidité, de la simplicité, de la personnalisation, soit tout simplement même dans le type de service qu'on va pouvoir proposer. Et on voit que les startups là-dessus sont plutôt très bonnes. Finalement, une startup, c'est quoi? C'est faire mieux, c'est faire plus vite, c'est faire moins cher que les acteurs existants, et on voit que des fois elles peuvent arriver sur des nouveaux sujets ou des anciens sujets en utilisant la technologie, en ayant une approche différente, elles vont mieux faire que les acteurs existants. D'ailleurs, c'est intéressant de voir quand on compare un tout petit peu les dépenses annuelles en R&D et en marketing. À droite, on a les grands acteurs du FMCG. Effectivement, on va plutôt beaucoup plus dépenser en marketing qu'en innovation. C'est un peu nouveau goût, nouveau packaging. Et à côté, on va mettre de la télé, de la puissance de frappe, du digital pour pousser. Si on regarde Amazon, c'est tout le contraire. Amazon, c'est d'abord on innove le plus possible et après on achète de la pub. Alors je ne suis pas en train de dire que la pub ne sert à rien. Amazon reste quand même le plus gros annonceur des États-Unis, donc petit bémol quand même. Mais effectivement, eux se disent il y a une prime dans un monde transparent où tout le monde va savoir ce que vous faites, à être un peu au-dessus de la moyenne ou au-dessus des attentes des clients parce que ça va se savoir. Et donc, plus ça va se savoir, moins j'aurai besoin de dépenser en publicité. La publicité, c'est un peu une taxe sur le fait d'être ennuyeux. Plus je suis peu intéressant, plus je suis peu différent, plus je suis peu innovant, plus je vais devoir compenser avec beaucoup de publicité. Alors après, effectivement, on a le e-commerce. On l'a bien vu, alors il y a eu une accélération en particulier pendant le confinement en 2020, mais c'est pas revenu totalement derrière. Ça s'est un peu calmé dans certains domaines, mais dans l'alimentaire, on est passé de 6 à 15, 20%. Dans certaines catégories, c'est beaucoup plus. Et ça, dans toutes les parties du monde. Donc évidemment, on a tous été touchés par le Covid, mais on voit qu'on ne va pas revenir totalement à avant. Et effectivement, il y a eu des ruptures, il y a eu des changements. Alors en même temps, le e-commerce, ça cartonne, mais c'est pas simple. Je pense que vous avez tous vu dernièrement les difficultés d'approvisionnement, l'explosion du coût d'un container entre l'Asie et l'Europe. C'est aussi l'explosion des coûts énergétiques, des matériaux. Donc maintenant, c'est super, il y a plein de demandes, on est prêt. Et en même temps, on a des fois du mal à sourcer ou on a des coûts d'acquisition qui deviennent de plus en plus importants au niveau de la fabrication et du transport. Et donc tout ça, évidemment, c'est un challenge pour rester rentable. On sait que sur le e-commerce, chaque point de rentabilité, il faut aller le chercher au forceps. Le e-commerce, évidemment, on va reparler d'Amazon, mais on regarde aussi beaucoup l'Asie, en particulier la Chine, là-bas où on a Alibaba avec Tmall, Taobao qui cartonne, et on se rappelle au single day, c'était plus de 71 milliards. Alors cette année, c'est plus une journée, c'était 11 jours, mais c'est assez phénoménal, et même si l'écosystème technique est différent là-bas, je pense que ça vaut vraiment le coup
en plus d'aller dans la Silicon Valley, de vraiment regarder ce qui se passe en Chine en particulier, puisqu'ils sont en train d'inventer tout un tas d'outils, de pratiques. Amazon est sorti renforcé de cette crise. Aujourd'hui, c'est plus d'1 400 000 personnes dans le monde, Amazon. C'est un tsunami. Et contrairement à beaucoup d'entreprises qui, ayant atteint une certaine taille, ralentissent, ont du mal à innover, Amazon, ils ont l'air de continuer et d'être au taquet. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont sur le retail, mais ils sont sur beaucoup plus que ça. Il y a le e-commerce, il y a les marketplaces avec la partie logistique, il y a le retail offline avec Whole Foods, et Amazon Go. On a évidemment le cloud qui est très rentable pour eux, l'abonnement, la publicité. Aujourd'hui, le retail média chez Amazon, c'est le 3e acteur de la publicité online aux États-Unis, derrière Facebook et Google. Le divertissement avec le rachat, entre autres, de MGM et Twitch qui est présent avec nous ici au Hub Forum, et puis une diversification qui commence à s'accélérer dans la santé, dans l'assurance, on peut imaginer la banque. Alors cette vague, elle n'a pas été évidente pour tout le monde. D'abord pour certains grands groupes qui étaient plus ou moins prêts, mais qui se sont stretchés. Pour les TPE et les PME françaises, c'est un peu le drame. On voit qu'elles sont particulièrement en retard, que ce soit en termes de présence Internet ou en termes de transactions. Donc là, il y a tout un boulot d'accompagnement pour emmener le reste de la France. À l'inverse, pour les entreprises qui avaient déjà investi, j'avais cité L'Oréal hier, effectivement, L'Oréal, c'est 10 ans de transformation digitale, ça n'a jamais été simple. Il y a eu aussi beaucoup de tests, de learn, d'échecs, mais au final, ils ont réussi à atteindre 20-25% de leur chiffre d'affaires en digital à l'occasion du Covid. Ils étaient plus à 10-12 l'année d'avant, mais ça leur a permis de faire le dernier mile, le dernier stretch. En Chine, ils étaient bien plus loin que ça. Désormais, ils veulent faire 50% de leur chiffre d'affaires en e-commerce, ça a été annoncé dans leur rapport annuel, et 50% de leur chiffre d'affaires mondial sur la Chine, accessoirement. Donc vous voyez, ils ne sont pas calmés, au contraire, ça a payé ces efforts, et désormais, ils ont envie d'accélérer. Mais effectivement, il fallait avoir les outils, les équipes, le savoir-faire. Le e-commerce, c'est pas le e-commerce, c'est les e-commerce. En fait, du e-commerce, il y a plus de 15 types de e-commerce différents. On peut vendre en direct, D2C, on peut vendre en e-commerce sur une marketplace, on peut vendre sur les médias sociaux, via les influenceurs, on peut faire des préventes, des ventes privées, on peut vendre via un chatbot, on peut vendre via une enceinte connectée, on peut faire de la seconde main, de l'abonnement. On voit qu'il y a une multiplicité de possibilités, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire, mais ça veut dire que c'est bien plus que juste vendre en direct sur Internet ou sur Amazon. C'est tout un tas de possibilités. Effectivement, dans la mode, par exemple, la seconde main explose. C'est les médias sociaux, c'est intéressant. D'abord, le social, c'était vraiment du social. Puis c'est devenu des médias, on achète de la pub. Et puis désormais, c'est du social media commerce. Ils veulent vous proposer tout un tas de fonctionnalités pour pouvoir faire de la transaction. Et effectivement, on a Pinterest qui est présent aussi aujourd'hui, qui est plutôt très orienté sur cette préparation de liste d'achat, ce côté inspiration. Donc là, il y a tout un tas de fonctionnalités qui sont en train d'arriver sur les médias sociaux pour aller faire de la vente. D'ailleurs, on peut citer effectivement TikTok qui vient de faire une opération pendant la Fashion Week avec L'Oréal. Il y avait un défilé devant la Tour Eiffel et pour la première fois dans TikTok en France, il y avait du transactionnel. On pouvait acheter un certain nombre de produits de L'Oréal. Là, on était un peu encore dans le côté OP spécial. Demain, on va aller pour beaucoup plus de transactions. Alors, on a les médias sociaux qui veulent vendre, mais de l'autre côté, on a les vendeurs qui veulent faire de la pub. On a le retail média, on a tous les retailers qui sont en train de lancer leur régie publicitaire. Donc demain, pour aller vendre sur la marketplace d'Amazon, de Carrefour ou autre, vous allez non seulement payer pour être référencé, et payer pour avoir une mise en avant avec votre visuel, remonter dans les résultats de recherche, faire du retargeting. Donc là, tout le monde est en train d'accélérer très très vite, soit avec une régie interne, soit avec des partenaires comme Criteo. En fait, on devrait parler d'everywhere commerce, en se disant finalement le commerce aujourd'hui peut se faire d'une multiplicité de façons, avec des parcours clients de plus en plus riches, de plus en plus complexes. On peut acheter sur un écran interactif chez McDonald's, c'était plus de 25% de panier moyen en plus par utilisateur, à taille égale de magasin, à staff égal. On peut payer par biométrie, on peut se faire livrer par du drone. En tout cas, ça commence à être testé. JD.com le fait déjà at scale en Chine. C'est l'abonnement, c'est l'enceinte connectée, c'est le magasin sans caisse avec Amazon Go. Et effectivement, tout le challenge, c'est de passer de ce multicanal, déjà être présent et proposer différents types de commerce, à demain être capable de suivre son client qui commence dans un point de vente et qui finit en ligne, ou avec une livraison, ou avec un locker. Et pour ça,
Ben, c'est beaucoup de plomberie. C'est beaucoup de plomberie parce qu'il faut tout un tas d'outils et ces outils, ils n'arrêtent pas d'évoluer, de fusionner, d'être achetés, de lever des fonds et donc ça, c'est pas évident. Donc en fait, l'omnicanal, c'est 3 grandes dimensions. C'est l'omnicanal marketing, c'est l'omnicanal commerce et puis c'est l'omnicanal service client. C'est un moment, mon support, si je démarre par email, il faut que je puisse passer dans un chat, repasser en point de vente, qu'on retrouve mon cas client, mon identité, mon référent client unique pour pouvoir me servir. Et puis la deuxième tendance que je voulais partager avec vous ce matin, c'est la RSE. Mais plus que la RSE, parce que j'aime pas trop ce mot, responsabilité sociale et environnementale, c'est sustainable business. Parce que là, il y a un énorme changement. La RSE, c'est pas nouveau, sauf que c'était un sujet de com'. C'était un peu le truc, à côté du business, on faisait 1 ou 2 trucs sympas, désolé pour les petits pauvres ou pour la planète, et voilà, c'était bon. Non, là, c'est de repenser entièrement sa chaîne de valeur et son business pour regarder son impact et avoir un impact idéalement neutre, voire positif, sur la société, sur la planète, sur notre environnement. Aujourd'hui, on va être très clair, le constat sur la planète, il est dégueulasse. On l'a tous vu, c'est une multiplication de catastrophes. C'est vraiment un enjeu sur le climat qui est énorme. À côté de ça, on a une crise des autorités et des repères. Je ne citerai pas le dernier scandale de l'Église, par exemple, catholique. C'est une mondialisation qui nous a profité pour notre pouvoir d'achat, mais qui est aussi assez violente, assez agressive, ultralibérale et productiviste. Et donc tout ça, ça crée l'anthropocène. Ça crée un énorme changement global, un vrai défi pour la planète. C'est le GIEC qui nous l'a bien dit. Clairement, si on ne fait rien, on va dans le mur. On va dans le mur parce qu'il y a un réchauffement de la planète. Il y a un réchauffement de la planète dû à l'explosion du CO2. Tout simplement, plus de gens, plus d'usages, plus de consommation, plus de production, plus de transport, plus d'énergie, plus de CO2, plus de CO2, plus de température, plus de catastrophes. Un dérèglement climatique, et on l'a vu avec les inondations, avec les incendies géants. Du coup, une perte de biodiversité. Et malheureusement, on voit de plus en plus d'espèces disparaître. Et puis, la dernière espèce à prendre, c'est nous. Finalement, quand nos maisons brûlent, quand nos maisons sont inondées, quand on a du mal à respirer, quand on tombe malade, quand on a du mal à accéder à de l'eau potable, on ne va pas rester les bras croisés. Et donc, du coup, on a des tensions sociales, des gens qui se révoltent parce qu'ils ont perdu leur récolte, parce qu'ils ont perdu leur job, parce qu'ils se demandent de quoi ils vont vivre demain. C'est une mobilisation phénoménale. On a eu des activistes, on a eu des ONG, merci à elles, mais pendant longtemps, elles prêchaient un peu dans le désert. Depuis, avec la multiplication de ces catastrophes, qu'est-ce qu'on a vu ? Les médias en parlaient. Les médias en parlaient de plus en plus, en parlaient tous les jours. Du coup, les politiques s'en emparent. Les politiques, ils font quoi ? Interdire ou taxer. Vous êtes prévenus. Si votre business est dégueulasse, si votre business n'apporte rien à la société, vous allez être interdit ou taxé. Les clients ne voudront plus aller chez vous. Et du coup, si vous êtes taxé et interdit, les marchés financiers ne voudront plus de vous, ne voudront plus investir en vous. Donc là, c'est la triple peine. Vous êtes interdit, vous êtes taxé, les consommateurs ne veulent plus venir, vos employés ne veulent plus travailler pour vous et les marchés financiers vont vous allumer. Bonne chance, bougez-vous, transformez-vous. La transformation digitale, c'est dur, c'est déjà compliqué. La transition durable, c'est maintenant. Il va falloir accélérer très vite. Il va falloir accélérer très vite parce que vous avez la pression des ONG. Elles vont vous allumer tous les jours sur les médias sociaux, dans les médias. Et maintenant, les consommateurs vont suivre. C'est même vos égéries qui vous défoncent. Et effectivement, on a vu Coca-Cola, la bouteille, on la dégage parce qu'on veut boire de l'eau. Le Coca, c'est plus assez bon pour la santé. C'est vos employés qui vous mettent à l'amende, qui vous challengent en disant « Non, nous ne travaillerons pas pour l'armée. Si nous sommes salariés de Microsoft ou d'Amazon, on n'est pas d'accord pour l'usage de nos technologies pour aller tuer des gens. » C'est des consommateurs qui vous attendent sur un tas de choses. La transparence, l'utilité sociale, le développement durable, la diversité, l'éthique, l'inclusion. Et si vous n'êtes pas prêts, tant pis pour vous, parce qu'eux, ils sont déjà capables de savoir d'où viennent vos produits, quels sont les ingrédients, comment ça fonctionne, d'où ça vient. Si vous aviez des trucs à cacher, dommage pour vous. On est vraiment dans une tyrannie de la transparence. C'est des régulateurs. Je ne sais pas ce que vous faisiez le 14 juillet, mais je vous garantis que la plupart d'entre vous n'ont même pas vu que c'était le Green Deal, le pacte vert. Vous connaissiez la loi climat ? Avec des objectifs de réduction de CO2, eh bien, le pacte vert, c'est la nouvelle loi européenne qui s'impose à tous et qui donne dans 11 industries différentes des objectifs très clairs et très précis de réduction de CO2 avec des pénalités derrière et des règles très, on va dire, drastiques. Par exemple, il n'y aura plus de vente de voitures thermiques après 2035. C'est dans 14 ans. Si vous êtes dans l'automobile et que tout votre IP repose sur le moteur diesel, bonne chance.
Ça veut dire que vous avez vraiment intérêt à regarder sur votre packaging, sur la publicité pour, on va dire, les industries carbonées, ça va faire très mal. Et puis, c'est les marchés financiers qui s'y mettent avec l'ESG, avec des critères d'évaluation de votre capacité à apporter quelque chose à la planète ou au contraire à la détruire sur le CO2. Les objectifs sont clairs, c'est moins 55% de CO2 d'ici 2030. Transport, énergie, ça va être vraiment très dur. Et juste pour conclure, puisqu'il va falloir réduire ce carbone, n'oubliez pas effectivement de réfléchir aussi à l'éthique et l'intégration. Effectivement, en termes de diversité, d'equity et d'inclusion, il y a énormément à faire. Et là, je pense qu'on est un petit peu en retard. Donc, il y a tout un tas de choses à mettre en œuvre, on va dire, pour tout simplement défendre des causes, défendre des valeurs et pas se contenter de faire des grands discours. À vous de savoir jusqu'où vous voulez aller. Mais en tout cas, de la promesse de marque à la démonstration de votre raison d'être, il y a un gros challenge derrière tout ça. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée pour ce deuxième jour du Hub Forum. Emmanuel, qu'on retrouvera tout au long de cette journée.